Bon, et bonjour à tous. Donc Jean-Michel Soubérou, climatologue à Météo France, à Toulouse, à la direction de la climatologie des services climatiques. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler de climat, de changement climatique et puis des nouvelles projections qui ont été produites par Météo France. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais voulu peut-être rappeler les activités de Météo France sur le climat. Quand on parle de Météo France, on pense d'abord aux prévisions météorologiques, mais Météo France, c'est aussi le climat. Et le climat dans un certain nombre d'activités, donc la conservation de la mémoire du climat, donc toutes les séries anciennes qui nous enseignent sur les évolutions du climat. C'est aussi bien sûr l'entretien d'une base de données climatologiques de qualité avec des données complètes et contrôlées. C'est le diagnostic du changement climatique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce changement climatique à travers des méthodes scientifiques éprouvées pour l'établir, ce diagnostic du changement climatique. C'est bien sûr la modélisation du climat avec les simulations climat futur dont on va reparler ce matin. C'est l'expertise notamment au niveau international avec la participation aux travaux du GIEC. C'est l'appui aux politiques publiques pour savoir finalement comment la connaissance sur le changement climatique et la façon de traiter cette information le mieux possible dans les politiques publiques. Et puis c'est le développement des services climatiques, donc mettre à disposition la donnée climatique pour l'action, pour l'adaptation. Donc c'est tous ces volets-là finalement que l'on va pouvoir évoquer ce matin. Alors, pourquoi Facebook Live ce matin également? C'est parce que Météo France a publié un rapport en début de semaine, hier, sur les projections climatiques de référence pour la métropole. Donc, quelle évolution du climat en France au cours du XXIe siècle, avec il s'appuie sur un nouveau jeu de données qui est disponible sur le portail DRIAS. Et un rapport qui contient tous les éléments sur la façon dont ont été élaborées ces projections, sur le diagnostic, l'histoire que racontent ces projections, et puis tous les éléments également sur qu'est-ce que nous apportent ces projections par rapport aux informations dont on disposait précédemment. Donc c'est un rapport de 98 pages, il est peut-être un petit peu long, mais je crois que aujourd'hui, si vous êtes connecté, c'est que vous êtes passionné sur le climat. Donc, moi, je vous invite vraiment à aller le regarder sur le portail DRIAS. En tout cas, il a été conçu pour vous. Et puis, on répond à pas mal de questions et des questions que vous commencez à poser sur le chat et puis que vous allez continuer, j'espère, dans cette prochaine heure, à nous poser, à me poser. Donc, j'essaierai d'y répondre. En plus de ce rapport complet, notre direction de communication a organisé des supports un peu plus faciles à appréhender, donc une brochure grand public, des vidéos. Donc vous trouvez ça sur le site internet de Météo France. Je pense que ça peut être une façon intéressante pour rentrer dans le sujet, avec des messages clés de ce qu'il faut retenir sur le changement climatique. Alors, il faut, n'hésitez pas à nous poser des questions, à me poser des questions sur le chat. J'en ai déjà un certain nombre et je vais commencer à échanger avec vous dans cette configuration. Alors, la premier ensemble de questions que je voudrais traiter avec vous, ça concerne le climat, sa variabilité et la question du changement climatique dans tout ça. Donc, il y a un site que moi j'aime bien et que je vous conseille qui s'appelle le climat en question. C'est www.leclimat-en-question.fr qui a été alimenté par des chercheurs de Météo France, mais aussi de l'IPSL et d'autres laboratoires sur le climat. C'est une source d'information intéressante. Alors, première question qui m'a été posée sur le chat, c'est quelle est la différence entre le climat et la météo? Donc ça, c'est vraiment essentiel. Donc la météo, c'est le temps qu'il fait. C'est le temps que vous avez ou qu'il va faire demain. Le climat, on dit souvent, c'est le temps qu'il devrait faire, parce que ça intègre finalement toutes les possibilités de conditions météorologiques que l'on peut rencontrer en un site. Pour ça, on va considérer une période longue de 30 ans, voire plus, parce qu'il faut être capable
d'appréhender les conditions moyennes pour toutes les saisons, pour tous les jours de l'année, mais aussi les conditions extrêmes. Voilà, donc le climat, ça aborde tous ces aspects-là. Et donc aussi la caractérisation des vagues de chaleur, la caractérisation des tempêtes, enfin tous ces éléments-là donc, qui caractérisent notre climat. Alors une deuxième question, moi, qui me paraît intéressant à traiter, c'est est-ce qu'il n'y a pas toujours eu un réchauffement et des périodes de glaciation sur la Terre? Alors donc on est toujours sur cette connaissance du climat et la réponse est oui, bien sûr. Hein. Donc le climat de la Terre, il connaît des modulations sur de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'années qui sont liées à des cycles astronomiques en fait de la Terre, des oscillations de ces caractéristiques, de ces paramètres de rotation autour de son axe de rotation. C'est ce qu'on appelle le cycle de Milankovitch. Et donc, selon comment la Terre se présente par rapport au Soleil, on sait que l'énergie reçue, elle est plus ou moins bien répartie sur l'ensemble de la planète et ça conduit à des périodes de glaciation régulières, donc à peu près tous les 100 000 ans. Donc la dernière grande glaciation que l'on a connue, elle s'est produite aux alentours de 40 000 ans et on en est sorti il y a 20 000 ans. Donc on est aujourd'hui dans une période interglaciaire. Voilà. Et logiquement, donc la planète retombera dans une période glaciaire, seulement c'est uniquement dans une période de l'ordre de 50 000 ans et peut-être même plus. Donc on voit qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de temps que notre question du changement climatique. Mais c'est bien sûr un élément essentiel. Alors pour savoir ça, donc, pour connaître ces évolutions, donc, il y a eu beaucoup de travaux, notamment de recueil de carottes de glace, notamment à l'Antarctique, parce qu'on a un historique à l'Antarctique de l'ordre de 800 000 ans, voire même peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Et donc ce sont ces carottes de glace qui nous permettent de connaître l'histoire de notre planète, l'histoire climatique de notre planète. Et alors si j'en parle aussi, c'est parce que derrière, donc, dans les travaux du GIEC, et c'est ce qui est aussi très inquiétant, c'est que les caractéristiques aujourd'hui de notre atmosphère, la concentration en CO2, ou également donc, les températures que l'on relève, elles sont à présent inédites au cours des 800 000 dernières années sur la planète. Et c'est ce qui justifie cette urgence climatique que les climatologues et plus généralement la communauté scientifique donc, amènent sur le débat. Voilà. Alors, donc, une autre question qui vient dans la foulée, c'est, que vous avez posé sur le chat, est-ce que les activités humaines sont les seules responsables de ce réchauffement climatique? Alors, donc, au-delà du cycle astronomique qui module donc, le climat sur la planète, il y a aussi d'autres forçages internes ou externes qui jouent. Donc, en forçage interne, donc il y a des éruptions, les éruptions volcaniques qui amènent à une réduction de l'énergie solaire reçue, parce que donc il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère qui atténue le rayonnement solaire et ça provoque donc des périodes de refroidissement et ces périodes elles durent de 1 à 2 ans maximum, mais effectivement donc ça peut conduire à une réduction, à une baisse locale ou même globale des températures pour les plus fortes éruptions volcaniques. Il y a aussi la question du rayonnement solaire. Donc le rayonnement solaire, il a des cycles de 11 ans, il y a des périodes aussi sur des taches solaires. Enfin, donc, il y a des... Mais par contre, donc, les ordres de grandeur aussi sont relativement faibles par rapport à notamment d'autres effets, notamment celui de l'effet de serre, qui joue sur le bilan radiatif de la planète. Et donc, quand on fait des modélisations du climat sur une longue période, pour essayer de reproduire les températures que l'on a observées sur la planète, donc notamment depuis 1850, et donc tous les travaux qui ont été réalisés, ils nous disent qu'il n'y a absolument aucun doute, la hausse des températures que l'on connaît aujourd'hui sur la planète, elle est due aux activités humaines, elle est due dans cette augmentation du CO2 qui est celle des activités humaines. Et donc là, la part des activités humaines sur le réchauffement de la planète,
il est égal à 100%. Et donc, ce n'est pas 50%, ce n'est pas 70%, ce qu'on entend des fois dans ce que peut être l'opinion publique. Et là, on est sur du 100%. Donc, il ne faut pas avoir de doute là-dessus. Le sujet, donc le réchauffement climatique que l'on connaît, c'est lié exclusivement donc, aux activités humaines. Et même donc s'il y a d'autres modulations, comme je vous l'ai dit, liées au rayonnement solaire ou liées à l'activité volcanique, eh bien, elles ne peuvent pas justifier donc, les températures que l'on connaît. Donc le sujet du changement climatique, c'est le sujet des activités humaines et ça n'est aucun autre. Alors voilà, donc les questions. Donc il y avait notamment donc, Orangina qui me posait cette question, donc j'espère y avoir répondu. Alors après, donc on avait d'autres types de questions qui parlaient donc globalement des scénarios du changement climatique et comment finalement comment présenter, comment aborder la question du climat futur. Donc là, la communauté scientifique, elle s'appuie sur des scénarios qui ont été préparés par le GIEC, hein, donc le groupe intergouvernemental donc, qui travaille donc, sur l'évolution du climat. Et donc avec la communauté scientifique et avec des économistes, il y a des scénarios donc, d'évolution des concentrations de gaz à effet de serre qui ont été élaborés pour essayer d'identifier donc, le futur de la planète, mais en termes de forçage radiatif supplémentaire dû au gaz à effet de serre. Donc c'est ce travail qui a été fait donc, à la fin des années, autour des années 2010 à peu près, lors du précédent exercice du GIEC, et c'est ce qui a donné lieu donc, à ce qu'on appelle, donc, les climatologues appellent dans leur jargon, les RCP. RCP, donc, ce sont des scénarios donc, d'évolution des concentrations de gaz à effet de serre. Et après, donc, ils ont des chiffres derrière, 2,6, 4,5, 6,0, 8,5. Ça correspond à des watts par mètre carré supplémentaires, donc, dus à l'effet de serre. Donc, voilà. Voilà comment on aborde donc, ce climat futur, donc, avec l'expertise du GIEC. Et ensuite, donc, les économistes, ils racontent derrière, enfin, ils imaginent quelle peut être l'évolution de la société, des relations entre les pays, le mode de développement, qui conduisent donc à ces évolutions de concentration de gaz à effet de serre. Mais les climatologues, eux, ils travaillent sur ces trajectoires d'évolution de concentration de gaz à effet de serre. Et ce sont ces trajectoires qui sont rentrées dans tous les modèles de climat de la planète pour imaginer, pour calculer quelle va être l'évolution future du climat. Alors donc il y avait Alphonsine Siroavi qui posait la question, est-ce qu'un scénario de limitation du réchauffement global est réaliste? Alors oui, oui, donc le réchauffement global, donc, il ne va pas être infini, hein, donc il est lié à cette concentration de gaz à effet de serre et elle est elle-même finie. Hein. Et donc, par contre, on est en capacité également de maîtriser le réchauffement. Hein, donc, je vous renvoie sur le rapport du GIEC, le fameux rapport spécial 1.5, où le GIEC a expliqué, donc, a montré comment, par la modélisation, on pouvait limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés, mais que par contre, ça nécessite des actions fortes pour limiter nos concentrations de gaz à effet de serre. Donc oui, on peut le limiter, mais par contre, sous réserve donc d'agir de manière efficace sur nos émissions de gaz à effet de serre. Alors une autre question dans la même veine un petit peu, est-ce que les accords de Paris pourront être respectés? Bien, ce n'est pas aux climatologues de se prononcer là-dessus. Les États prennent des engagements. Ils prennent des engagements vis-à-vis de leurs citoyens et vis-à-vis de l'ensemble de la planète. Donc, il faut imaginer effectivement donc, que ces accords seront respectés parce qu'il en va du climat de la planète. Donc, je réponds oui, ils peuvent l'être. Et bien sûr, donc, il y a de gros efforts à faire sur les politiques climatiques et c'est l'enjeu
des prochaines années, des prochaines décennies. Alors, une troisième rubrique que je voulais aborder avec vous ce matin, c'était comment est-ce qu'on modélise le climat. Et avec une question sur le ton de la provocation que j'aime bien, vos prévisions météorologiques ne sont pas toujours bonnes à 24 heures. Comment pouvez-vous prévoir les prévisions d'ici à 2050 ou à 2100? Et donc c'est une question qui est tout à fait légitime, et simplement donc ce ne sont pas du tout le même type d'approche de modélisation qui sont réalisées pour ces échéances-là. Donc pour faire la prévision météorologique, on a besoin de connaître précisément quel est l'état de l'atmosphère, et donc il y a de gros efforts d'observation sur l'ensemble de la planète pour cela. Pour faire des prévisions climatiques, peu importe l'état de l'atmosphère aujourd'hui, il sera oublié dans 10 jours, et donc c'est d'autres processus qui sont utilisés. Il faut avoir un modèle qui représente correctement les processus climatiques, donc d'avoir des équations de thermodynamique, et puis les éléments sur la circulation générale pour bien répartir cette chaleur. Pour avoir un bon modèle de climat, c'est aussi de bien représenter l'ensemble du système climatique terrestre, les interactions entre l'atmosphère et l'océan, ce qui se passe au niveau de la cryosphère, donc tout ce qui est la glace, la banquise ou les glaciers continentaux, tout ce qui concerne donc aussi la biosphère, donc tout ce qui est la végétation sur les continents, qui est un élément également essentiel. Donc, et ensuite, donc, ce qu'on va rentrer dans ces modèles de climat, hein, qu'on va rejouer sur des périodes longues, on regarde d'abord s'ils sont capables de représenter le climat passé, et c'est uniquement ceux qui sont capables de représenter le climat passé qui sont considérés pour le climat futur. Et dans ce climat futur, ce qu'on leur donne comme information, ce sont donc ces évolutions de concentration de gaz à effet de serre préparées par le GIEC. Donc voilà comment est-ce que on fait une approche de la modélisation climatique. Et nos modèles de climat, donc, ils nous donnent pas l'information qu'il fera exactement en 2050. Quand on fait des exercices de simulation, des fois, donc avec les télévisions, on montre des images, donc la météo du 12 juillet 2050, donc on ne sait absolument pas le temps qu'il fera le 12 juillet 2050. Ce que l'on sait, c'est les conditions que l'on aura donc autour des années 2050, on va dire 10 ans avant, 10 ans après. Donc c'est ça qu'on est capable de dire aujourd'hui, et c'est cette information-là qui est importante pour l'adaptation de nos sociétés. Alors il y a une autre question aussi que j'aime bien, que j'ai notée sur le chat, c'est les simulations réalisées aujourd'hui réalisées par les scientifiques avant les années 2000, peuvent-elles se vérifier aujourd'hui? Et donc je voudrais généraliser cette question finalement. Donc dans le rapport DRIAS par exemple, donc, qui est présenté cette semaine, les simulations, le climat futur, il débute en 2006, et donc aujourd'hui donc on est en 2021, donc on dispose de 15 années de simulation. Est-ce que ces simulations, elles se vérifient sur ces 15 premières années? Donc moi je vous invite donc à regarder le rapport DRIAS, vous trouverez un encart, une fiche là-dessus spécialement, et effectivement la réponse est oui, celle que l'on a sélectionnée, donc elle se comporte plutôt bien, et le scénario qui donne les meilleures évolutions des températures observées sur la France, c'est le scénario RCP 8.5 de nos simulations, pour dire aussi aujourd'hui que on reste dans un monde à forte émission donc de gaz à effet de serre, et donc ces évolutions-là donc, qui conditionnent l'évolution des températures en France. Alors, un autre aspect très important de vos questions, et puis sur lequel j'ai vraiment envie de répondre parce que c'est un sujet sur lequel on travaille de manière très intense à Météo France, c'est le diagnostic du changement climatique. Alors il y a une première question un petit peu sur la circulation générale. Donc quelle est l'influence du réchauffement climatique sur les géopotentiels Z500 en France? Donc je vois déjà que parmi donc, les internautes, donc, certains sont des spécialistes de météorologie et de climat, hein, donc ils parlent le même langage que nous. Donc c'est géopotentiel Z500. Donc ça correspond donc aux altitudes ça correspond à peu près donc à la dynamique de l'atmosphère, au milieu de l'atmosphère, de la troposphère, donc à environ 5500 mètres. Et puis donc quelle est la circulation de cette
la circulation des masses d'air à cette altitude-là. Alors, il y a plusieurs aspects par rapport à ça, parce que le changement climatique, donc en réchauffant l'atmosphère, donc toute l'atmosphère se réchauffe, et donc on dilate un petit peu donc, également donc, cette atmosphère plus chaude, et donc on a donc des évolutions donc, de cette épaisseur de l'atmosphère liée à la température. Mais peut-être la question, c'était pas exactement celle-là, c'était pour dire en quoi la circulation générale pourra évoluer en climat futur, donc selon les différents scénarios qui sont regardés. Alors là aussi, moi je vous renvoie vers le rapport Drias, donc que vous avez notamment sur le site Météo France. Et donc il y a une fiche, c'est la fiche 4, donc on est en page 81 du rapport, où on a regardé donc, pour les trois scénarios, RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 8.5, quelles étaient les circulations générales qui étaient favorisées, qui seraient favorisées donc, dans le demain, donc en France. En France et bien sûr en France et en Europe, hein, puisque donc ces circulations générales elles concernent donc une vaste zone de l'hémisphère nord, Atlantique et Europe généralement. Bon alors voilà donc en fait on n'a pas le signal, donc on a un signal un petit peu d'évolution, mais il n'est pas forcément aussi fort que ce que l'on pourrait penser. Je vous laisse le découvrir. Donc selon les scénarios, donc on peut avoir une diminution de ce qu'on appelle le régime NAO- lorsque l'on a des dépressions dans les zones méditerranéennes, mais c'est peut-être un petit peu uniquement ce scénario-là qui apparaît moins probable dans le climat futur. Mais en fait, c'est vraiment le réchauffement que l'on attend en climat futur. Il ne s'est pas lié à une évolution forte de la circulation générale. Elle pourra y contribuer, mais c'est vraiment un réchauffement qui se retrouve dans tous les types de circulation. Donc, on ne peut pas représenter l'évolution du climat uniquement à travers le fait qu'on ait plus de circulation, par exemple, venant du secteur sud qui amènerait des masses d'air plus chaudes. Non, on a aussi un réchauffement global de l'atmosphère un petit peu partout, et c'est ça qui est important. Alors, la deuxième question, donc, qui est un peu anxiogène, c'est le sud de la France deviendra-t-il la vallée de la mort? Donc c'est Benoît qui nous pose cette question. Donc, alors, bon, donc il y a bien sûr cette réflexion sur les températures extrêmes. Donc le sud de la France donc, a connu, notamment lors de l'été 2019, des températures donc, de 46 degrés. Donc, qui commencent à atteindre vraiment des niveaux très très forts et puis qui sont particulièrement pénibles pour les habitants. Alors la vallée de la mort, c'est aux États-Unis l'endroit de la planète où on a observé les températures les plus fortes, donc avec des températures qui dépassent les 55 degrés. Donc voilà, on est sur des records 56, 57 degrés. On met même à mal les thermomètres pour mesurer ces températures. Alors, ce que l'on sait aujourd'hui, enfin ce que ces projections climatiques nous disent sur le climat futur, c'est que si on n'arrive pas à maîtriser l'augmentation de nos gaz à effet de serre, donc après 2050, le climat de la France il va se réchauffer de plus en plus fort et on va atteindre donc une hausse des températures de 4 degrés en moyenne, mais cette hausse des températures, donc elle va se concrétiser par un nombre de vagues de chaleur, une intensité des vagues de chaleur beaucoup plus forte, une durée de ces vagues de chaleur et des températures extrêmes qui pourraient atteindre peut-être les 50 degrés. Donc là, on est dans ce scénario du pire. Donc, voilà. Et donc, oui, 50 degrés, c'est énorme puisque c'est des températures qui n'ont encore jamais été observées en Europe. Et voilà donc le futur que l'on risque de connaître, donc si on n'arrive pas à maîtriser nos concentrations de gaz à effet de serre au niveau de la planète. Alors pour autant, donc on ne sera pas tout à fait au niveau de la vallée de la mort donc, des États-Unis, mais la question est sérieuse et donc je pense que voilà, ça doit
attirer notre attention. Alors toujours sur le climat méditerranéen, c'est Adrien qui pose la question. Est-ce qu'avec le changement climatique, les épisodes méditerranéens ou les épisodes cévenols, donc de ces pluies intenses, vont-ils devenir plus violents et plus fréquents? Alors donc, ce que je réponds à Adrien, c'est que c'est déjà le cas en fait. Donc, on a déjà mis en évidence qu'avec le changement climatique, avec le réchauffement qui a été observé depuis les années 60, donc ces événements de pluie intense sont devenus plus fréquents et les extrêmes de pluie observés au cours de ces événements sont devenus plus forts. Donc, on a aujourd'hui des indicateurs. Donc, vous pouvez aller les regarder sur l'application Climat HD de Météo France. Vous tapez Climat HD sur votre navigateur et vous allez y arriver. Et vous verrez donc, il y a déjà des indicateurs qui nous montrent que ces événements sont devenus plus intenses. En climat futur, eh bien, ce processus va se poursuivre. Et donc, il faut s'attendre à avoir effectivement des événements plus intenses. Donc, il y a une loi de thermodynamique qu'on appelle la loi de Clausius-Clapeyron. Là aussi, vous pourrez regarder sur votre navigateur. Et on dit que pour chaque degré supplémentaire, l'intensité, ou la quantité d'humidité disponible dans l'atmosphère augmente de 7%. Et ce qui est montré, c'est que l'augmentation des précipitations intenses, elle augmente d'au moins Clausius-Clapeyron, mais souvent un petit peu plus. Donc aujourd'hui, il faut s'attendre à environ 10%, peut-être même un petit peu plus, par degré supplémentaire de réchauffement. Une cinquième rubrique aussi, parmi les questions que vous nous avez posées, c'est l'appui aux actions d'adaptation, ou plutôt, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter? Alors, moi je voulais aussi évoquer ce sujet-là parce que le portail DRIAS, finalement dont on parle aujourd'hui, il vise donc à mettre à disposition les données climatiques, les données de projection climatique, et cette motivation de les mettre à disposition et de les accompagner donc avec le rapport de valorisation dont on parle, c'est justement pour préparer l'adaptation. Ce sont des données pour l'action. Alors, il y a un côté prise de conscience du changement climatique, mais ce n'est pas ça le message principal. Le message principal, c'est effectivement de mettre à disposition ces données pour l'adaptation, cette adaptation des territoires, cette adaptation de nos activités économiques qui est indispensable parce que de toute manière, au cours des 2 ou 3 prochaines décennies, le climat va continuer à se réchauffer. Et donc, on voit bien aujourd'hui, je pense qu'en ce début 2021, ça paraît assez évident que de nombreuses activités telles qu'on les a conçues au cours des dernières décennies, elles doivent être repensées pour s'adapter au nouveau contexte du climat. Voilà. Et donc le portail DRIAS, il sert à ça, il contribue à ça. Après, il y avait Alphonsine qui posait comme question, est-ce qu'à l'échelle de la France, ou à l'échelle de la France, quelles adaptations vous semblent nécessaires à préparer? Donc là, les climatologues, ils ne sont pas experts, donc ils n'apportent pas toutes les réponses là-dessus. Et donc, nous, on va travailler ensuite avec les différents secteurs socio-économiques, avec les territoires. Et donc, ces actions d'adaptation, elles se construisent avec les différents acteurs. Et donc, personne ne détient la solution. C'est quelque chose qui se construit, donc avec les agriculteurs, qui se construit avec les gestionnaires de la ressource en eau, qui se construit donc avec les gestionnaires des stations de ski. Et les climatologues, ils apportent une connaissance sur le changement climatique. Ils sont aussi capables de simuler l'efficacité d'actions d'adaptation, mais ce n'est pas eux qui peuvent dire ce qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Et honnêtement, on ne le sait pas. Voilà. Donc, sur cette première demi-heure d'échange, et puis je vais regarder le chat et voir un petit peu des nouvelles questions que vous pouvez nous avoir posées. Alors, je vais revenir sur des questions un petit peu peut-être de compréhension du changement climatique de base. Et donc, quelle est la différence entre réchauffement climatique et changement climatique? Ça, c'est la question que nous pose Sylvain. Et donc, c'est vrai que le changement climatique, ce n'est pas qu'une hausse des températures. Alors, c'est le premier élément
c'est l'élément peut-être le plus important, le plus visible, mais ce n'est pas que ça. Parce que, donc, ce réchauffement climatique, il modifie ensuite le cycle hydrologique, souvent de ce qu'on dit, le cycle de l'eau dans la planète, et il intensifie finalement ce cycle hydrologique, et donc on va avoir des événements extrêmes plus importants. Après, il y a d'autres aspects aussi du réchauffement climatique qui sont très importants, même si j'en ai pas parlé jusqu'à présent. Il y a l'élévation du niveau de la mer, et donc peut-être même que c'est celui-là qui sera le plus important à l'horizon 2100, vu les enjeux démographiques, le nombre de millions, ou voire plus que ça, de centaines de millions d'habitants de notre planète qui vivent en bord de mer et qui seront concernés par l'élévation du niveau de la mer. Le changement climatique, c'est aussi cette augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et puis qui se traduit aussi par une augmentation de l'acidité des océans, parce que ce CO2, il se dissout dans l'océan et il augmente l'acidité. Cette acidité, ça détruit les coraux, ça détruit un tas d'éléments vivants des océans. Donc voilà. Donc changement climatique, c'est beaucoup plus vaste que réchauffement climatique. Les températures, c'est peut-être ce que l'on ressent le plus, mais il y a beaucoup d'autres éléments. Donc merci Sylvain pour cette question. Alors une autre question qui vient de Benjamin, qui nous pose la question du devenir de la neige en plaine et en moyenne montagne à l'horizon 2050. Alors, donc aujourd'hui, donc, la neige en plaine, ça fait encore partie de notre climat. Ce sont des phénomènes que l'on observe régulièrement. On en a vu cet hiver, pas forcément dans toutes les régions quand même, plutôt sur les régions du nord et de l'est, mais c'est vrai que ça fait partie de notre climat. Alors, ce que l'on sait aussi aujourd'hui, c'est que quand on regarde l'évolution sur les 50 dernières années, eh bien, la présence de la neige en plaine, elle devient de plus en plus rare, même si, effectivement, donc, elle est toujours présente, comme nous l'a montré cet hiver. Mais elle devient déjà de plus en plus rare. Pourquoi? Parce que donc, avec cette élévation des températures l'hiver fait qu'un certain nombre de situations qui auraient pu générer de la neige en plaine, eh bien, elles génèrent plutôt de la pluie. Et ce qui se passe également, ça se passe de la même façon donc en moyenne montagne. Donc, bien sûr, donc, on a des épisodes de neige en moyenne montagne, mais ces épisodes de neige, peut-être, donc ce qui se passe, c'est que le redout, en tout cas, il arrive beaucoup plus vite. Et donc, si je prends l'exemple de la situation météorologique que l'on connaît maintenant depuis une semaine, donc voilà, après une période froide au début du mois de janvier, on a maintenant une période d'une douceur extrême, et évidemment qui favorise la fonte de la neige en moyenne montagne. Et les massifs donc, qui étaient très enneigés à basse altitude le sont beaucoup moins aujourd'hui. Et donc, je parle de ça parce que c'est l'avenir, ce que l'on attend en 2050, c'est ce scénario-là. Donc, il faut imaginer 2050 dans la continuité de ce que l'on connaît aujourd'hui. Et l'année 2020 ou l'année 2021 et nous illustre un petit peu ce futur que l'on attend. Donc de la neige en plaine qui deviendra sûrement exceptionnelle en 2050. Peut-être pas totalement exclu, mais ça sera un événement donc, tout à fait remarquable. Et l'enneigement en moyenne montagne, donc sûrement il en restera un petit peu, mais là aussi, donc, les chutes, la présence de la neige en moyenne montagne en 2050 sera beaucoup réduite. Alors Tariq pose la question, connaîtra-t-on toujours du froid en février? Alors, oui, c'est une bonne question. Donc, il y a aussi quelque chose dont on est sûr sur le climat futur, c'est que les saisons ne seront pas inversées. Et donc, il continuera à faire plus chaud l'été que l'hiver. Ça paraît des choses un petit peu évidentes, mais bon, c'est important de le préciser. Et donc, en climat futur, c'est toujours en février qu'il fera le plus froid par rapport au mois de juillet, en février ou en janvier, selon les régions en France. Donc, connaîtra-t-on toujours du froid en février? Donc, ça pose la question de la diminution des vagues de froid ou la diminution du nombre de jours de gelée. Donc, en climat futur, des fois, il y a un doute sur cette question-là. Donc, c'est bien, Tariq, d'avoir posé cette question parce qu'on imagine qu'en climat futur, tous les extrêmes s'aggravent. Donc, le climat futur, donc, c'est un climat où il y a plus que des extrêmes. Alors, donc, non, c'est pas tout à fait ça. Et quand le climat se réchauffe, il se réchauffe sur l'ensemble de l'année, il se réchauffe aussi l'hiver.
Et donc, si les climats se réchauffent l'hiver, c'est que les vagues de froid deviennent moins fréquentes et elles deviennent moins intenses. Et d'ailleurs, c'est ce que l'on observe aujourd'hui. Donc, en 2021, enfin, ça fait quand même, enfin, au XXIe siècle, on n'a pas connu d'événements de vagues de froid aussi intenses qu'on avait connus dans les années 80, là, pour ceux qui s'en rappellent, 1985, ou alors de manière plus ancienne, ça, on a ça dans nos registres dans les années 60, 1963 avait été un hiver particulièrement glacial. Donc, ces vagues de froid très intenses que l'on a connues dans le passé, eh bien, elles deviennent très peu probables dans le climat d'aujourd'hui et quasi impossibles dans le climat de demain. Mais pour autant, donc, on continuera à avoir des événements froids au XXIe siècle, donc l'hiver, et qui peut-être nous poseront des problèmes parce qu'on ne sera plus habitué à les rencontrer. Donc il faut garder cette idée qu'il puisse avoir du froid en février, donc en climat futur. Voilà, dans les projections climatiques, on a des fois les modèles qui nous montrent que des événements froids pourraient se produire, mais des événements froids tout relatifs par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé, ou même ce que l'on connaît actuellement, mais dans un climat plus chaud, ils poseront peut-être des problèmes. Alors Geoffrey s'interroge sur l'inversion magnétique des pôles. Est-ce qu'elle a un effet sur le changement climatique? Moi, à ma connaissance, je répondrai non, et je crois même que je peux être à peu près sûr de ma réponse. Donc voilà, donc il y a tous les phénomènes, le changement climatique ne perturbe pas l'ensemble des caractéristiques, notamment électromagnétiques de la planète, et donc là, ça n'a pas d'effet sur ce qui se passe au niveau des pôles. Et d'ailleurs, j'en profite pour signaler l'importance des évolutions climatiques qui sont vécues aujourd'hui au niveau des régions polaires et qui ont une influence très forte sur le système climatique planétaire. Donc les pôles et notamment les régions arctiques se réchauffent beaucoup plus vite que les régions tempérées ou que les océans. Et voilà. Et donc ce sont les régions sur lesquelles il y a vraiment un focus qui est réalisé par les climatologues parce que c'est très inquiétant ce qui se passe sur ces régions-là et voilà, le réchauffement il est plus fort et c'est normal. Une question de Maxence. Est-ce que le Gulf Stream est en train de ralentir progressivement? Alors donc là aussi, on pense bien sûr au film Le jour d'après, où voilà, le Gulf Stream s'arrête brutalement et où la planète plonge dans une glaciation soudaine. Donc le Gulf Stream, il est surveillé effectivement de manière très, très précise, et puis donc dans les modèles de climat, il est modélisé. Ce Gulf Stream, donc, il est modulé, donc ces courants océaniques qui transportent l'air chaud depuis les régions tropicales, sur l'Atlantique Nord, vers les régions de Scandinavie. Et donc, c'est un élément essentiel comme moteur de la planète pour transporter cette chaleur excédentaire sur les régions tropicales vers les régions tempérées, voire les régions polaires. Alors ce Gulf Stream, il est aussi modulé par l'injection d'eau douce et d'eau froide qui peut venir de la fonte des glaciers, notamment des glaciers du Groenland. Donc effectivement, on voit au sud du Groenland, il y a une zone de la planète, c'est une des rares zones de la planète qui se réchauffe pas aussi vite ou même ou très peu par rapport au reste de la planète, parce que pour l'instant, il y a cette introduction d'eau froide dans cette zone-là. Et donc, ça, c'est vrai que voilà, on observe, et la question qu'on se pose, c'est finalement cette arrivée d'eau froide et d'eau douce, quel impact elle a sur le Gulf Stream. Donc aujourd'hui, ça a plutôt tendance effectivement à le ralentir. Mais aucun modèle de climat considéré par le GIEC, donc les meilleurs modèles de climat, n'annonce l'arrêt de ce Gulf Stream. Et par ailleurs, les conséquences de cette arrivée d'eau froide liée à la fonte des glaciers du Groenland, elles restent très, très locales, régionales sur cette zone-là de l'Atlantique Nord. Et aucun modèle de climat ne nous prédit une extension de cette zone plus fraîche vers l'Europe occidentale. Donc, le scénario sur lequel il faut se baser, parce que donné par des modèles de climat qui sont bons, je vous ai dit, sur le climat futur,
qui sont donc ce dont on dispose de meilleurs comme produits élaborés par la communauté scientifique, eh bien, ils nous disent tous donc, que le climat va se réchauffer globalement sur la planète, sur l'ensemble de l'hémisphère nord et donc sur nos régions européennes. Donc, ralentissement du Gulf Stream possible, mais sans conséquence donc à l'échelle de l'Europe occidentale, tel que prédit par les modèles aujourd'hui. Alors, Baptiste pose la question sur quelle trajectoire on se situe actuellement par rapport au scénario du GIEC. Alors, je l'ai dit un petit peu à un moment tout à l'heure quand j'ai parlé de la validation que l'on a regardée dans le rapport DRIAS sur les 15 premières années de simulation de nos projections climatiques par rapport aux observations dont on dispose. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur un scénario qui ressemblait au RCP 8.5, c'est-à-dire donc on continue à avoir des émissions assez fortes au niveau planétaire de nos gaz à effet de serre. Donc c'est voilà, c'est ce qui est regardé aujourd'hui. Donc, alors en 2020, donc, avec l'effet de la pandémie, donc, on va avoir une diminution de nos émissions. Donc est-ce qu'elles seront durables? Ben, ce n'est pas sûr du tout. Et voilà. Par contre, voilà, pour le futur, donc, on a quand même donc, des engagements des États pour les réduire. Et donc ce sont ces scénarios-là qui sont considérés et qui nous donnent un petit peu donc, l'avenir. Mais voilà, mais la situation, elle est quand même préoccupante et le GIEC a alerté plusieurs fois sur le fait que nos réductions de nos émissions, elles ne sont pas suffisantes à ce jour. Jean-François pose la question sur l'influence du changement climatique sur les modèles météorologiques. Alors les prévisions météorologiques, en fait, donc, comme elles s'initialisent sur les conditions observées voilà, des 10 derniers jours, hein, enfin, voilà, ou plutôt on a besoin des conditions d'observation de l'atmosphère actuelle pour faire la prévision jusqu'à 10 à 15 jours. Et donc, dans ces conditions d'observation, ben, le changement climatique, il est présent. Et donc, les modèles météorologiques, ils sont capables, de ce fait-là, de nous prédire, de nous prévoir plutôt, les conditions météorologiques que l'on va rencontrer. Et ils ont d'ailleurs été excellents, que ce soit lors des vagues de chaleur de 2019 ou de 2020, pour nous annoncer des choses qui n'avaient jamais été observées en France, les températures de 46 degrés dans la région du Languedoc-Roussillon, ou les températures de 42 degrés sur l'île de France, donc en juillet 2019. Les modèles météorologiques les ont prévus 3 jours avant, dans les deux cas, et ce qui prouve donc qu'ils sont tout à fait à même donc, de s'adapter, eux, au changement climatique, et donc de nous prévoir finalement ces situations extrêmes que nous montre donc ce changement climatique. Alors, on continue donc avec Maxence. Est-il trop tard pour rester sous les 2 degrés des accords de Paris? Alors donc là, je renvoie sur le rapport 1.5 du GIEC. Cette question, elle est un peu défaitiste dans sa formulation. Et le GIEC, ce qu'il dit, c'est que finalement, chaque dixième de degré évité est vraiment bon à prendre, parce que chaque dixième de degré supplémentaire, c'est des conséquences importantes sur les écosystèmes, sur nos activités. Et donc, en gros, il faut tout faire pour limiter le réchauffement climatique. Alors, rester sous la barre des 2 degrés, c'est quelque chose qui est possible, sous réserve qu'on engage des actions fortes. Donc, il y a des promesses des États pour le faire. Donc, il faut tout faire, en tout cas, pour y arriver. Donc, je voudrais voilà, avoir un discours positif aujourd'hui. Je pense que c'est jamais trop tard pour bien faire, comme dit l'adage. Alors, pour Mathieu, comment mieux avertir les gens face aux événements extrêmes? Donc aujourd'hui, donc c'est une question effectivement très importante et question qui se pose indépendamment du changement climatique, parce que donc, les événements extrêmes, eh bien, ils existent dans le climat. Je vous ai dit au début de notre conversation que le climat, ça intègre donc les moyennes, mais aussi les épisodes extrêmes. Et donc des événements extrêmes, il y en a eu à toutes les époques. Et voilà. Et quand on regarde les extrêmes d'inondation ou des extrêmes de sécheresse,
eh bien, on les trouve souvent dans des périodes assez anciennes, le début du XXe siècle pour les grandes inondations de la Seine à Paris, la fin du XIXe siècle pour les inondations de la Loire, par exemple. Alors, par rapport à ça, donc, il y a eu beaucoup de progrès, il y a eu beaucoup d'initiatives pour améliorer l'information des populations face aux événements extrêmes. C'est tout ce qui relève donc de la vigilance météorologique, un système de vigilance qui évolue en permanence, qui s'améliore pour communiquer donc avec des outils les plus modernes, pour que l'information arrive plus vite auprès des populations, auprès des médias, auprès des décideurs qui vont engager les actions. Qui, avec donc une palette de phénomènes pris en compte qui s'améliore et qui s'élargit. Donc, on a donc au fil des années de nouveaux phénomènes qui ont été pris en compte, notamment les canicules qui n'étaient pas au départ dans le dispositif. Voilà, donc je pense qu'il y a encore des évolutions qui sont annoncées sur ces systèmes d'avertissement, de mise en vigilance. Donc notamment pour mieux informer les populations, donc basé sur les smartphones qui permettent d'avoir des messages selon la zone où on se situe, mieux gagner en termes d'anticipation, avoir des avertissements donc 48 heures ou 72 heures à l'avance quand on voit des événements extrêmes majeurs. Voilà, donc là on est plus dans le domaine de la météorologie que du climat, mais c'est vrai que c'est un axe de travail très important pour Météo France qui y contribue donc avec les autorités. Alors, Fred pose la question, est-ce qu'on aura un climat tropical du fait de l'évaporation de l'eau de mer? Alors, donc voilà, donc sur la planète, c'est vrai que donc il y a différents types de climats et que notamment donc, le climat tropical est important. Et donc dans ces régions, donc le climat est très influencé par les températures de la mer et par la convection de manière générale. C'est d'ailleurs ce qui leur donne des éléments de prévisibilité à l'échéance saisonnière supérieure aux latitudes tempérées. Alors ces caractéristiques climatiques, elles sont liées aussi à la géographie et il y a la rotation de la planète. Et donc là, on parle de la force de Coriolis, et donc qui va influer sur la circulation aux latitudes tempérées et puis ce qui se passe plus sur les régions tropicales. Donc même si le climat se réchauffe donc aux latitudes tempérées, donc ces régions vont rester dominées par cette circulation rapide d'un fluide ouest et donc avec des perturbations, ce qu'on appelle les perturbations extratropicales. Donc on ne s'attend pas à avoir une évolution dans le futur de ce type de circulation générale. Donc le climat tropical ne va pas se généraliser sur la planète, même si évidemment dans notre climat il fera plus chaud et par certains côtés on aura des températures qui pourront être équivalentes à celles que l'on rencontre aujourd'hui dans les régions tropicales, mais pour autant le climat de la France ne deviendra pas un climat tropical avec des cyclones et autres éléments de ce type-là. Alors, donc, on a une autre question sur à quoi s'attendre pour les incendies de forêt. Alors, donc, cette question des incendies de forêt, c'est une question effectivement qui est une préoccupation majeure sur les risques provoqués par ce réchauffement climatique donc, en France. Donc, on a le risque de feu de forêt donc, qui est lié au fait que les températures augmentent l'été, mais aussi beaucoup la sécheresse pendant l'été. Donc, moins de précipitations, mais surtout une évaporation beaucoup plus forte liée aux températures. Et ce risque de feu de forêt, donc, il augmente. Et on l'a vu en France, sur les régions méditerranéennes, sur d'autres régions, les Landes aussi qui sont sensibles, mais on l'a vu aussi beaucoup sur d'autres régions de la planète. Donc ces 2 ou 3 dernières années, que ce soit l'Australie, que ce soit la Californie. Donc on a vu des incendies géants et qui sont bien sûr des choses qui sont liées au changement climatique, même si ce n'est pas le changement climatique qui les provoque directement. Le changement climatique, il favorise le fait d'avoir des incendies de ce type-là parce que la forêt est beaucoup plus sèche et elle est donc beaucoup plus vulnérable. Donc oui, en climat futur, dans un climat dans lequel donc, la forêt sera confrontée de plus en plus à la sécheresse et à ces conditions donc, de forte chaleur, le risque de feu de forêt va augmenter. Il va augmenter sur les régions qui connaissent aujourd'hui ce risque-là, mais de manière peut-être plus préoccupante, il va aussi
s'étendre au niveau du territoire national sur d'autres types de massifs forestiers qui ne sont pas aujourd'hui fréquemment concernés par ce risque-là. Donc ça fait partie donc des impacts majeurs que l'on attend sur la France en termes de changement climatique. Alors Anthony pose la question de savoir si dans le sud-ouest de la France, est-ce qu'on a l'impression d'avoir une augmentation des épisodes de vent violents et est-ce que ceci est confirmé? Alors là aussi, donc, on revient de savoir, la question de savoir si finalement, est-ce que on retrouve toujours plus d'événements extrêmes avec le changement climatique. Alors là, je vais, justement, ce n'est pas tout à fait le cas pour les tempêtes. Et donc, ce que l'on observe aujourd'hui, donc là aussi, je renvoie vers l'application Climat HD parce qu'on a des diagnostics à l'échelle de chaque région de France. Et ce que l'on voit, c'est que le risque de tempête, en fait, il n'augmente pas aujourd'hui, que l'on a une forte variabilité selon les périodes d'une dizaine d'années. On a eu des périodes plus tempétueuses, notamment dans les années 80, des périodes moins tempétueuses au début des années 2000. Donc ça, c'est lié à la modulation de ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique. Mais en fait, cette évolution, elle n'est pas vraiment liée au changement climatique et on ne constate pas donc une augmentation du nombre de tempêtes, notamment sur le sud-ouest de la France, et voire même, on observe une légère diminution du nombre de tempêtes sur la moitié nord quand on le considère sur une longue période, en sachant que la période de plus forte diminution, elle a eu lieu entre la période des années 2000 à 2010, alors qu'en ce moment, on est plutôt sur une période où on rencontre plus d'événements forts. Donc voilà, attention à regarder sur quelle période on considère ces évolutions. Alors, on a encore d'autres questions, donc vous en avez beaucoup aujourd'hui, donc je vous en remercie, c'est très intéressant. Vincent parle de géo-ingénierie, est-ce que c'est la solution pour pallier au réchauffement climatique? Alors oui, donc, enfin oui, je réponds pas oui à cette question, je réponds oui à l'intérêt de la question qui est posée. Et c'est une question qui interroge beaucoup la communauté scientifique qui y travaille, cette question-là, mais qui en mesure aussi la responsabilité finalement qu'elle fait prendre à l'ensemble de la planète par rapport à ces techniques. Donc la géo-ingénierie, ça vise notamment à essayer de piéger le CO2 en excès dans l'atmosphère, de le piéger notamment dans le sol en le réintroduisant en particulier donc, au niveau des extractions de pétrole ou des extractions de gaz, au niveau de ces stations-là, de remplacer finalement le pétrole ou le gaz qui a été extrait en y enfouissant le CO2. Donc il y a des techniques qui sont regardées aujourd'hui. Pour l'instant, donc les techniques disponibles ne permettent pas. Donc il y a quelques essais qui sont réalisés. Elles ne permettent pas donc d'avoir une efficacité importante sur nos concentrations de gaz carbonique. Et la solution qui est vraiment privilégiée, c'est celle de faire des efforts de réduction de nos émissions et d'aller vers une sobriété énergétique. Et la solution qui consisterait à continuer à vivre comme avant et puis finalement en cachant la poussière sous le tapis, voilà. Donc moi j'ai tendance à penser qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux et qu'elle ferait courir un risque majeur sur la planète en fonction donc de la sécurisation que l'on arriverait à avoir de ces stockages de CO2 et en particulier si on avait un déstockage massif de ce CO2. Donc on se retrouverait dans une situation qui serait cette fois-ci vraiment apocalyptique. Donc voilà, la géo-ingénierie, il y a aussi d'autres éléments sur la géo-ingénierie qui sont intéressants à regarder sur les biocarburants ou le stockage du carbone dans le sol. Enfin, il y a beaucoup d'éléments donc, qui sont regardés aujourd'hui, qui apportent une partie de la solution, mais ce n'est pas la solution à elle seule. Donc voilà, donc pour lutter contre le changement climatique, il faut une panoplie d'outils. La géo-ingénierie, c'est un outil, mais ce n'est pas la solution. Je crois qu'il y a un relatif consensus sur ce sujet-là. Alors, toujours des questions. Donc, alors, Alexandre, il dit, peut-on inverser la tendance de la fonte des glaces ou bien tout va-t-il disparaître?
Alors, donc effectivement, donc les glaces polaires arctiques, donc elles ont une vraiment très très inquiétante. Donc cette surface, donc notamment le minimum qui est atteint chaque été, donc il a tendance à devenir de plus en plus faible. Et voilà, donc ce qui se passe, c'est que l'océan Arctique devient libre de glace. Alors pas complètement aujourd'hui, mais sur une proportion non négligeable qui permet donc d'ailleurs de voir se développer des activités, de voir se développer des voies maritimes sur l'océan Arctique, quelque chose qui aurait été inimaginable il y a une ou deux décennies. Alors peut-on inverser la tendance de la fonte des glaces? Eh bien, pour cela, donc, il faudrait inverser la tendance de l'élévation des températures. Et aujourd'hui, donc, ce n'est pas la tendance observée. Donc oui, c'est possible si on arrive à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais pour l'instant, ce n'est pas le sens que l'on prend. Alors la deuxième partie de la question, tout va-t-il disparaître? Alors donc, les modèles climatiques nous disent qu'à partir de 2050 à peu près, donc là la date elle est fixée, on pourrait se retrouver certaines années avec un océan arctique libre de glace au cours de l'été polaire. Donc c'est ce scénario-là, alors est-ce que ce sera dans l'année 2050, un petit peu après, c'est ce scénario-là que nous disent les projections climatiques et qui est bien sûr particulièrement préoccupant parce que un océan, lorsque la glace fond, donc on a un réchauffement climatique supplémentaire qui est dû au fait que l'océan se réchauffe plus que la glace et donc ça accentue encore le réchauffement planétaire. Donc, donc tout va-t-il disparaître? Donc, uniquement l'été bien sûr, puisque l'hiver des glaces se reformeront, mais la banquise effectivement est en grand danger. Alors, bon, vous avez beaucoup d'autres questions sur le chat, et puis le temps tourne, donc ça fait déjà 1 heure qu'on est avec vous. Moi, je ne vois pas le temps passer, mais voilà, je pense que c'est. On a beaucoup d'autres questions et on va y répondre donc au cours de la semaine. Donc, moi, je vous remercie là, de votre participation active. Donc, c'était un moment intense, passionnant pour moi. Donc, et voilà, je suis vraiment ravi. J'espère que ce moment vous aura aussi intéressé et continuez à suivre donc les informations de Météo France sur les réseaux sociaux. Merci et au revoir à tous.